benvinguts a tots en la llengua meva, però és en la llengua de la nació en la qual vostès estan en aquests moments. Diu a l'article 95 de la Constitució d'Andorra: el Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució. Actua jurisdiccionalment i les seves sentències vinculen tots els poders públics i els particulars. El control de la constitucionalitat és una exigència de l'estat de dret, que implica el respecte a la jerarquia de normes, al cim de la qual es troba la Constitució. Els tribunals constitucionals troben el seu sentit més profund en la concepció de la Constitució com una norma jurídica superior a totes les altres normes. La Constitució no és simplement una bandera ideològica o política que sigui aplicable a la realitat, als casos concrets, a través dels agents polítics. És més, és la norma jurídica suprema que constitueix la cúspide de l'ordenament jurídic d'un país, la cúspide d'un estat de dret democràticament ordenat. En bona part, degut a la influència de les idees de Hans Kelsen sobre la piràmide normativa, però també degut al realisme de fer real la necessitat imprescindible, coherència de l'ordenament jurídic, coherència que ve assegurada per l'existència d'una norma fonamental que constitueix la base del sistema jurídic d'un país i li dona la seva unitat. Des d'abans de les teories de Kelsen ja es practicava el control de la constitucionalitat de les lleis i per tant ja hi havia la possibilitat d'una intervenció d'ajustament de les lleis aprovades pels parlaments a les aplicacions pràctiques i per la seva conformitat o no contradicció amb la Constitució. La prova, per exemple, són els Estats Units d'Amèrica. Certament, alguns països democràtics, per tant, com ja acabo de referir, havien establert ja sistemes de control de la constitucionalitat de les lleis i havien encarregat aquesta funció als tribunals suprems, tot i que la decisió podia no significar l'expulsió de la llei de l'ordenament, sinó només la inaplicació de la norma considerada, que fou quan aquesta era considerada contrària a la Constitució. Sigui pel Tribunal Suprem en el curs d'un judici, sigui per un òrgan ad hoc a través d'un judici sobre l'adequació de la norma a la Constitució, el sistema va ser desplegat en països i contextos de tradicions jurídiques diferents, en especial durant la segona meitat del segle XX. I ens hem trobat, avui, amb la creació en cadascun d'aquests països, amb la tendència, amb les noves constitucions que s'aprovessin, o les reformes constitucionals, l'aparició d'un òrgan de l'Estat, el Tribunal Constitucional, encarregat de depurar l'ordenament de possibles normes legals espúries, és a dir, contràries a la Constitució, a sol·licitud dels subjectes d'arrel públic legitimats. És a dir, amb l'encàrrec fet al dit tribunal de la realització d'un control abstracte entre una llei aprovada i la Constitució. I no és inusual que li sigui encomanada també una intervenció possible en les reclamacions per lesions als drets fonamentals. Com he assenyalat, els contextos jurídics dels països que han aprovat o han reformat les seves constitucions en els darrers 50 anys són diferents, molt diferents, i les experiències que han viscut en la resolució de les qüestions que els han estat plantejades o que poden ser plantejades poden ser rellevants per a possibles casos per a altres països que es puguin plantejar, perquè aquests casos són variants i poden compartir el coneixement de solucions adoptades o criteris adoptats per altres països que poden ser una font de referències que no és gens menyspreable perquè actua a través de la paraula i el convenciment i la decisió que després mantindran el futur. El valor, l'abast i els criteris d'interpretació constitucional a través de la jurisprudència n'és un element fonamental de transmissió. Evitar la permissivitat total de les mutacions legals o convencionals de la Constitució.
La missió del tribunal, si se'm permet, ha de consistir més en assenyalar allò que no és constitucional que determinar amb un sentit unívoc allò que és constitucional, allò que diu la Constitució. La seva missió és expulsar, no crear, no prolongar la creació de Constitució, sinó interpretar la Constitució existent per poder decidir si una llei és adequada o no a la Constitució. Des de fa 25 anys, aquest petit país dels Pirineus, Andorra, el Tribunal Constitucional d'Andorra compleix amb total independència i amb radical imparcialitat la funció que la Constitució li ha confiat al servei dels drets i llibertats del poble andorrà. I els que avui la composem ens sentim orgullosos de l'actuació dels que ens han precedit i de la tradició que ens han llegat i que desitjaríem continuar al servei dels andorrans. Moltes gràcies. Distingides autoritats, senyor president, senyors presidents, jutges i magistrats, senyores i senyors. És un honor per mi poder participar en l'obertura d'aquestes jornades organitzades amb motiu del 25è aniversari del Tribunal Constitucional. Encara més quan l'objectiu dels col·loquis d'aquests dies és reflexionar sobre el paper dels tribunals constitucionals en la garantia de la qualitat democràtica de les nostres respectives societats. El nostre Tribunal Constitucional, com és lògic, neix amb la Constitució. Aquest 2018 ha fet 25 anys que els andorrans ens proclamàvem sobirans i en fer-ho ens responsabilitzàvem plenament del nostre futur. Perquè la sobirania és, per damunt de tot, un exercici de responsabilitat, tant de les institucions públiques com del conjunt de la ciutadania. L'aprovació de la Constitució l'any 1993 suposava la culminació d'un procés de reforma de les institucions que en realitat s'havia iniciat molt abans. Els grans canvis econòmics i socials que va viure Andorra a partir de la dècada de 1930 es van començar a consolidar a la segona meitat del segle XX i empenyien cap a la necessària modernització d'una estructura institucional que poc havia canviat en la història. Dos coprínceps sobirans i un Consell General que ostentava la representació popular des del segle XV. Precisament l'any vinent celebrarem el 600è aniversari del Consell de la Terra, amb unes funcions diverses i no sempre ben delimitades. La voluntat d'actualització de les institucions es va fer palesa a la dècada de 1970, època en la qual, entre d'altres, les dones van aconseguir el dret de vot i es van formular ja algunes propostes de reforma. En aquest context, l'any 1981 s'assolia una fita important, la creació d'un Consell Executiu, un primer govern andorrà que assumia funcions diferents de les del Consell General a partir de l'any següent i que significava un pas decisiu en la separació de poders pròpia de l'Estat de dret. A més, la creació del Consell Executiu obria el camí cap a la redacció d'una Constitució del Principat d'Andorra. Una dècada més tard, amb l'aprovació de la Constitució i la posterior ratificació en referèndum el 14 de març de 1993, Andorra deixava de ser aquell objecte jurídic no identificat, segons l'havia qualificat el jurista Carl Zemanek. La Constitució fixava una estructura institucional amb uns poders públics delimitats, tal com pertoca a un estat modern, democràtic i de dret, i a més establia un Tribunal Constitucional com a màxim garant dels mandats que conté el text. Distingides autoritats, distingits magistrats, jutges, senyor president, el Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució i les seves sentències vinculen els poders públics i a tots els ciutadans. És el Tribunal Constitucional a qui li correspon decidir sobre l'adequació a la Constitució de les lleis, els tractats internacionals i les competències que exerceixen l'Estat i els comuns. És el Tribunal Constitucional qui coneix els processos d'empara, pilar de la protecció davant dels poders públics dels drets fonamentals de la persona i les llibertats. Convé subratllar la preeminència del lloc que ocupa el Tribunal Constitucional en el marc de l'ordenament jurídic, tal com ja ha dit el senyor president,
perquè és el Tribunal Constitucional en última instància i per mitjà de les competències que tot just acabo d'esmentar, qui garanteix el correcte funcionament de l'estat de dret. Voldria en aquest punt reconèixer l'excel·lent tasca dels magistrats que n'han format i en formen part, exercida amb la màxima responsabilitat i contribuint així a l'èxit de la institució. Moltes gràcies. A més de l'estructura institucional, la Constitució estableix les regles del joc pel desenvolupament de l'activitat en els diferents àmbits, polític, econòmic i social. Tot plegat d'acord amb uns principis que són els que inspiren l'acció de l'Estat: el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. El text constitucional ofereix el marc de convivència, però som els polítics i els ciutadans els que n'hem de saber aprofitar les potencialitats i transformar la lletra en una realitat tangible que ens sigui favorable i que contribueixi a cohesionar-nos com a societat. Des del Consell General, així com de la resta de les institucions públiques, tenim el deure de treballar cada dia perquè les condicions de llibertat i d'igualtat d'oportunitats siguin reals i efectives, perquè la justícia s'apliqui amb la rapidesa i la imparcialitat necessàries, perquè tots plegats siguem tolerants amb la diversitat d'origen, de condició, de creences, per una millor convivència, perquè Andorra sigui exemplar en el respecte dels drets de les persones. La nostra és una Constitució moderna, que a més d'un catàleg de drets i llibertats similar al d'altres constitucions del segle XX, introdueix un element nou: la preocupació per les generacions futures i el compromís amb el medi ambient. Efectivament, i en el seu preàmbul, la Carta Magna manifesta la voluntat del poble andorrà, i cito, d'aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col·laboració i el seu esforç, i molt especialment quan es tracti de preservar la integritat de la terra i de garantir per a les generacions futures un medi de vida adequat. Fi de la cita. La preocupació per la sostenibilitat mediambiental, però també social, es tradueix en polítiques concretes i en l'adhesió i el compromís de les institucions públiques amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. A Andorra constatem ja certs indicis de recuperació, però a ningú se li escapa que aquests darrers anys de crisi ens han obligat a repensar-nos, individualment i col·lectiva. Durant segles l'equilibri ha estat senya de la nostra identitat. Avui, més que mai, hem de ser capaços de trobar la justa mesura entre la tradició i una nova manera de fer, necessàriament oberta i transparent, en un món que en globalitzar-se s'ha tornat més petit i proper. Això requereix sobretot generositat i una mirada que s'elevi per damunt del curt termini, cap a un horitzó que és el nostre i també el de les generacions a venir. Els reptes que tenim al davant són molt importants si volem que Andorra continuï oferint oportunitats de creixement pels seus ciutadans i molt especialment pels joves que tots junts comencen a obrir-se camí. Per això, mantenint-nos fidels a l'esperit de la Constitució i a la voluntat del poble andorrà expressada a través d'ella, hem de trobar noves vies que ens permetin avançar plegats, sense deixar ningú enrere, cap a un futur que sigui de benestar i de prosperitat per tothom. Amb l'aprovació de la Constitució i el conseqüent reconeixement internacional, gràcies a la homologació jurídica que proporcionava el text, Andorra s'obria al món i es mostrava decidida a participar d'igual a igual en el gran concert de les nacions. Enrere quedava, doncs, la màxima d'Antoni Fiter i Rossell recollida al Manual Digest, obra clau del segle XVIII per conèixer la història, les institucions i els usos i costums del Principat d'Andorra, de mantenir nets els camins interns mentre no importava que restessin bruts i pedregosos els camins que menen cap a l'exterior. Avui això ha canviat. Volem també nets els camins que van i venen de fora. En aquest darrer quart de segle, Andorra ha viscut una gran transformació, no només física, no només institucional, sinó també de mentalitat. En aquests moments, l'obertura d'Andorra passa per un acord d'associació amb la Unió Europea que ofereixi noves perspectives als joves, així com a les empreses i als professionals del Principat.
Europa és, doncs, el gran repte i al mateix temps una promesa de futur en la qual val la pena que hi esmercem els nostres esforços, institucionalment però també com a societat. Andorra és un petit miracle de la història. Que tota la saviesa que ens han llegat aquells que ens han precedit sigui també la nostra millor guia. No voldria acabar sense felicitar el Tribunal Constitucional en aquest 25è aniversari, així com el seu president, el seu vicepresident i també la resta dels seus membres, per l'encert d'organitzar aquestes jornades. Perquè l'imperi de la llei és la més sòlida garantia pels febles, la millor garantia per tots. Així mateix, desitjo a tots els participants que aquests dies feu molt bona feina i que, si us queda temps, aprofiteu per conèixer el país. Aquesta tarda sereu tots molt benvinguts al Consell General i a la Casa de la Vall, seu tradicional del nostre Parlament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor síndic general, per les paraules de reconeixement i encoratjament al tribunal. Hem complert simplement la nostra missió i seguirem complint-la. Ara el senyor Dominic Rossú, vicepresident del tribunal i director del pla de realització d'aquesta trobada, els explicarà, els presentarà amb caràcter general quin és el plantejament de les jornades d'avui i demà. Té la paraula el senyor Rossú. Merci bien, Monsieur le Président. Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le tribunal constitutionnel d'Andorre est évidemment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour fêter ensemble, fêter avec vous son 25e anniversaire. 25 ans. Les sociologues et les psychologues disent que pour un homme, 25 ans, c'est un anniversaire un peu particulier, dans la mesure où on sort des études, on a fini ses études, on sort de l'adolescence et on va rentrer dans la vie adulte, dans la vie professionnelle. Donc c'est un moment où on s'interroge. Eh bien, ce que le tribunal constitutionnel d'Andorre a voulu faire aujourd'hui avec vous pour son anniversaire, ce n'est pas se flatter, dire que tout va bien, mais peut-être partager avec vous des interrogations. Parce que cet anniversaire intervient dans un moment historique particulier que vous avez rappelé, qui a été rappelé lors de la conférence des présidents, des cercles des présidents à Prague il y a quelques jours. Nous sommes dans un moment où on s'interroge sur l'existence, sur l'indépendance des juridictions constitutionnelles. Un juriste italien, Mauro Capelletti, avait l'habitude de dire le 19e siècle a été le siècle des parlements, le 20e siècle est le siècle de la justice constitutionnelle. Il avait raison. Il avait raison si on regarde ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Quasiment tous les pays se dotaient d'une cour constitutionnelle. Il y avait des assemblées, bien sûr, le gouvernement, le chef de l'État et une cour constitutionnelle. Et ce mouvement s'est répandu après la libération de certains pays, le Portugal en 1974, l'Espagne en 1978, les pays de l'Est, après la chute du mur de Berlin, ont réécrit leur constitution et ont introduit une cour constitutionnelle. L'Andorre, en 1993, lorsque l'Andorre a fait sa première constitution, l'Andorre a créé un tribunal constitutionnel. Bref, les pays africains, lorsqu'ils ont rédigé leur constitution, ont aussi créé une cour constitutionnelle. Et même la France, hostile depuis 1789 à un contrôle de la loi par les juges, a timidement introduit
le contrôle de constitutionnalité en 1958, et il a fallu même attendre 2010 pour que se développe le contentieux par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité. Alors oui, le XXe siècle a été sans doute le siècle de la justice constitutionnelle. Est-ce que le XXIe siècle ne sera pas ou ne serait pas le siècle de la remise en cause de cette justice constitutionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas, dans les pays européens, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine, mais aussi en Afrique, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation sur la place trop grande, pas assez grande, que les juges constitutionnels, que les institutions, que les juridictions constitutionnelles occupent dans nos configurations politiques modernes? Alors la question n'est pas nouvelle de cette place où mettre le juge constitutionnel. Tout le monde se souvient que lorsque Tocqueville est revenu de son voyage aux États-Unis, il a écrit que le juge était aux États-Unis certainement la plus grande puissance politique. Donc la question n'est peut-être pas nouvelle, mais elle prend une importance particulière dans le contexte aujourd'hui qui est celui de la montée générale des populismes. Et c'est pourquoi nous avons voulu partager cette interrogation que vous avez rappelée, Monsieur le Président. Est-ce que vraiment les juridictions constitutionnelles sont des instruments indispensables à la qualité démocratique d'une société? Alors vous y avez répondu, et nous sommes évidemment très, très heureux de la réponse qui a été esquissée, mais je crois que cette question traverse chacune de nos juridictions, de nos pays, grands ou petits, et que ce sont ces questions que nous avons voulu partager entre praticiens du droit, entre magistrats, ces questions que nous avons voulu partager aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, évidemment, tout dépend de ce qu'on entend par qualité démocratique. Les juridictions constitutionnelles apportent-elles un plus à nos sociétés, un plus démocratique? Mais qu'est-ce que c'est que la qualité démocratique? La qualité démocratique, c'est certainement la mesure, la modération, c'est le symbole des balances, l'équilibre. Et un équilibre, d'une part, entre le suffrage universel et les droits fondamentaux, et d'autre part, un équilibre entre les pouvoirs constitutionnels. Et toute la question est de savoir si les juridictions constitutionnelles ont un rôle dans la réalisation de ce double équilibre. Équilibre, suffrage universel, droits fondamentaux, équilibre entre les pouvoirs constitutionnels. Et c'est ce double équilibre que je voudrais ce matin soumettre à votre réflexion pour nos 2 jours. Premier équilibre de la qualité démocratique d'une société, un équilibre entre le suffrage universel et les droits fondamentaux. Je crois que cet équilibre est d'abord nécessaire. Il est nécessaire parce que sans les droits fondamentaux, la démocratie est bancale. Elle est bancale parce qu'elle marche sur un seul pied, le suffrage universel. Le suffrage universel est évidemment important pour la qualité démocratique, la qualité du vote, la sincérité des élections. Le suffrage universel est évidemment un pilier important de la qualité démocratique d'une société. Mais, contrairement à ce que l'on pense trop souvent, le suffrage universel ne conduit pas mécaniquement à la souveraineté populaire. Il conduit plus exactement à la souveraineté parlementaire, à la souveraineté des élus.
Le suffrage universel, c'est l'abandon par les citoyens de leur pouvoir entre les mains des élus. Et les élus ont tendance à considérer qu'ils sont les souverains, alors qu'ils ne sont que les représentants du souverain. On a des auteurs évidemment classiques comme Sieyès qui décrivaient très bien ce phénomène en disant que le peuple ne peut parler, vouloir et agir que par ses représentants. Autrement dit, si le suffrage universel est évidemment un élément important et nécessaire de la qualité démocratique d'une société, il n'est peut-être pas suffisant parce que il y a cet accaparement de la souveraineté par les élus. Il y a un auteur, un juriste qui est Carré de Malbert, qui a très bien décrit ce phénomène et qui précisément pour concurrencer ou nuancer cette souveraineté parlementaire proposait, et ce n'est pas inintéressant pour notre réflexion, proposait deux mécanismes pour atténuer le monopole de la souveraineté parlementaire. Le premier, c'était le référendum, et le deuxième, c'était le contrôle de constitutionnalité, qui, disait-il, devait venir nuancer la souveraineté du Parlement. Et sa réflexion est importante parce que précisément les droits fondamentaux, je disais équilibre entre suffrage universel et droits fondamentaux, les droits fondamentaux ont ce mérite démocratique d'exprimer par la garantie que la justice constitutionnelle leur apporte le second pilier de la démocratie. Ce second pilier de la démocratie, c'est quoi? C'est le citoyen. C'est le citoyen qu'on ne doit pas confondre trop souvent comme ensemble du peuple. Vous savez, souvent on dit le peuple, la population, la foule, la multitude, les gens. Non. Ce qui fait la référence d'une démocratie, c'est pas la population, c'est le peuple. Et c'est pas la même chose, la population et le peuple. Le peuple, c'est une construction. Le peuple, c'est pas une donnée naturelle, c'est pas une donnée ethnique, c'est pas une donnée raciale. Le peuple, c'est une construction. Et dans cette construction, les droits fondamentaux, les droits constitutionnels ont une part éminente. Ils participent à la construction du citoyen. Dans toutes nos constitutions, il est écrit que les hommes naissent égaux en droit, naissent et demeurent égaux en droit. En fait, nous sommes inégaux. C'est le droit qui nous fait égaux. Et par conséquent, c'est le droit qui nous construit comme citoyens égaux. Il y a donc une importance dans les droits fondamentaux, puisque c'est grâce aux droits fondamentaux que nous devenons citoyens. Sans droits fondamentaux, nous sommes des individus, des personnes, mais nous ne sommes pas des citoyens. Cet élément des droits fondamentaux est important et il n'est pas nécessairement lui aussi nouveau. Il y a une différence, je parlais tout à l'heure, une différence entre la multitude, la foule et le peuple, et on retrouve ça par exemple dans les écrits de Cicéron, dans la République, où Cicéron dit qu'est-ce qui fait finalement la différence entre la foule et le peuple? Et la réponse de Cicéron, c'est l'accord sur le droit. Ce qui fait le peuple, c'est l'accord des citoyens sur le droit. Et je pense que la qualité démocratique d'une société se mesure précisément par ces, pour employer un vocabulaire d'aujourd'hui, quels sont les codes d'accès, les codes d'accès à nos portables, les codes d'accès, on a des codes d'accès partout. Quels sont les codes d'accès à la démocratie? Mais il y en a deux. Il y a le suffrage universel, donc le Parlement, et puis il y a les droits fondamentaux, donc les juridictions constitutionnelles qui sont là pour protéger les droits fondamentaux.
La qualité démocratique, c'est donc un équilibre nécessaire entre ces deux codes. C'est un équilibre nécessaire, c'est aussi un équilibre, disons, ouvert. C'est un équilibre ouvert parce que les juridictions constitutionnelles ouvrent le dialogue. Elles ouvrent le dialogue avec le Parlement. Elles ouvrent le dialogue avec les autres cours, les juges ordinaires, comme on dit. Elles ouvrent le dialogue sur la fabrication de la loi. Un grand juriste français qui a aussi été membre du Conseil constitutionnel français, le doyen Georges Vedel, avait l'habitude de dire, il avait le sens de la formule, le doyen Vedel disait « Les juges constitutionnels ont la gomme, ils n'ont pas le crayon ». Et je crois que c'est assez juste. On reproche souvent aux juges constitutionnels de prendre la place du Parlement, d'écrire la loi à la place du Parlement. Non. Le travail du juge constitutionnel, c'est de gommer lorsque des décisions de justice sont mal fondées en droit ou sont mal motivées, de gommer lorsqu'une loi porte atteinte à telle ou telle liberté, et de renvoyer au Parlement la réécriture de la loi, de renvoyer au juge le prononcé d'un jugement qui soit motivé et fondé en droit. Le juge constitutionnel n'est pas celui qui prend la place d'eux, c'est celui qui, justement, parce qu'il est le gardien des droits fondamentaux qui font le citoyen, va venir contribuer à la fabrication de la loi et rentrer ainsi dans ce qu'on pourrait appeler, se référant à Michel Foucault, ce qu'on pourrait appeler un régime d'énonciation concurrentielle de la volonté générale. La volonté générale est produite finalement par le gouvernement, qui est souvent à l'initiative des lois, par le Parlement, qui amende et vote les lois, et puis par le juge constitutionnel, qui vient vérifier que ce travail reste dans les clous, si vous me permettez l'expression, reste dans le cadre des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. C'est un équilibre ouvert parce que aussi l'intervention d'un juge constitutionnel s'inscrit dans une temporalité différente de celle du Parlement, de celle des autres institutions. Si pour fabriquer la loi, il faut plusieurs acteurs, le gouvernement, le Parlement, le juge, qui va gommer, le juge constitutionnel est peut-être cet acteur qui introduit du temps, comment dire, une temporalité réflexive. Le temps de la loi est souvent un temps court, parce que la loi doit répondre à un événement. Le temps du juge est un temps long. Le temps de la réflexion sur la comparaison entre la loi et les droits fondamentaux, les principes constitutionnels qui forment justement l'accord sur le peuple. Cet élément me paraît important, surtout aujourd'hui dans nos sociétés de vitesse. Dans nos sociétés de vitesse, manque peut-être un équilibre pour prendre le temps de la réflexion. Est-ce que la loi qu'on vient de voter ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence? Est-ce que la loi qu'on vient de voter, dans la précipitation de l'émotion parce qu'il y a eu un crime, parce qu'il y a eu des événements, est-ce que ça ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir? Est-ce que ça ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée? La justice constitutionnelle est cet espace d'une temporalité différente qui permet de comparer le temps court de la loi au temps long des droits fondamentaux. Et c'est cet équilibre-là qui me paraît être un des éléments qui caractérise la qualité démocratique d'une société. Équilibre entre suffrage universel et droits fondamentaux, et par conséquent le rôle nécessaire d'une justice constitutionnelle pour assurer cet équilibre.
Équilibre entre suffrage universel et droits fondamentaux, équilibre aussi entre les pouvoirs constitutionnels. Cet équilibre entre les pouvoirs constitutionnels, c'est un équilibre, je crois, qui est renouvelé par la présence des juridictions constitutionnelles. Là aussi, il faut faire du classique, que tout le monde connaît Montesquieu, et la leçon politique de Montesquieu est importante. Comment construire la liberté politique? C'était ça l'interrogation de Montesquieu. Comment construire la liberté politique? Comment garantir aux citoyens leur liberté? Comment faire qu'une société soit démocratique? Sa réponse est simple. L'équilibre des pouvoirs. Puisque chaque pouvoir a tendance à abuser de son pouvoir, il faut, disait-il, que par la nature des choses, les pouvoirs viennent s'équilibrer. Et ainsi, la politique qui sera conduite sera une politique équilibrée, de modération. Le pouvoir exécutif sera modéré par le pouvoir législatif. Et si le pouvoir législatif veut aller trop loin, le pouvoir exécutif l'en empêchera. Vous connaissez tous, évidemment, ce schéma qui fait reposer la démocratie et la liberté politique sur cet équilibre exécutif-législatif. Sauf que si Montesquieu a raison lorsqu'il écrit l'Esprit des lois en 1756, je crois, nous sommes en 2018. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la configuration politique, le Parlement ne joue plus réellement ce contre-pouvoir au gouvernement, quelle que soit la qualité d'une constitution, présidentielle, parlementaire, semi-présidentielle. Aujourd'hui, le gouvernement et le Parlement sont souvent soudés par le biais des élections pour conduire une politique. Et par conséquent, l'équilibre dont parlait Montesquieu, on ne peut plus le trouver uniquement au Parlement, il faut le trouver dans d'autres institutions. Et les juridictions constitutionnelles ont rempli en quelque sorte ce vide et viennent aujourd'hui exercer ce rôle de contre-pouvoir, ce rôle d'équilibre, ce rôle de contrôle dans l'exercice du pouvoir. C'est un élément qui me paraît là aussi important. C'est pas le fait d'une volonté de puissance de la part des juges ou des juridictions constitutionnelles. Je dirais c'est simplement un glissement, puisque le Parlement est la plupart du temps un soutien du gouvernement. Eh bien, il a fallu qu'émergent des institutions pour, selon la formule de Montesquieu, équilibrer le pouvoir d'action. Faculté d'agir, faculté de contrôle. Toute démocratie doit reposer sur ces deux points. Si je voulais faire une comparaison un peu triviale, la Constitution, c'est aussi simple que de construire une voiture. Quand vous avez une voiture, il faut un accélérateur et il faut un frein. Si vous n'avez que l'accélérateur, vous allez dans les décors. Si vous n'avez qu'un frein, vous n'avancez pas. Il faut les deux. Eh bien, pour une constitution, c'est pareil. Si vous n'avez que l'action, vous risquez de faire quoi? Des abus de pouvoir. Si vous n'avez que le juge, que le frein, à ce moment-là, vous n'avancez pas. Et donc la qualité démocratique repose sur, comme le disait Montesquieu, pas besoin d'aller chercher ailleurs, sur cette nécessité des contre-pouvoirs. Cet équilibre qu'essaie de réaliser les juges constitutionnels est évidemment renouvelé, puisque ce n'était pas son rôle attendu, mais ce sont l'évolution des choses, la nature des choses, pour parler comme Montesquieu, qui a conduit les juges à occuper ce positionnement institutionnel. Cet équilibre, il est renouvelé, il est aussi, et j'en terminerai par là, il est aussi fragile.
Il est aussi fragile parce que, évidemment, un pouvoir n'aime pas les contre-pouvoirs. Un pouvoir n'aime pas les contre-pouvoirs et la qualité du rôle d'une juridiction constitutionnelle comme instrument d'équilibre dépend d'une chose, dépend de son indépendance. Qu'est-ce qui faisait l'équilibre des pouvoirs? C'était l'indépendance du Parlement par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, les parlements sont moins indépendants à l'égard du gouvernement, quel qu'il soit. Par conséquent, pour retrouver l'équilibre, il faut qu'une juridiction constitutionnelle soit indépendante, indépendante du pouvoir politique, indépendante dans sa nomination, dans ses procédures de nomination, indépendante dans l'élaboration de ses décisions, indépendante grâce au principe de l'autorité de la chose jugée et au respect par les autres institutions de la chose jugée par la juridiction constitutionnelle. Or, aujourd'hui, on le voit bien, il y a des tentatives d'amoindrir, d'affaiblir, voire même de remettre en cause l'indépendance des juridictions constitutionnelles. Et pourtant, je crois qu'il y a une réflexion à avoir entre nous. Sommes-nous allés trop loin dans l'exercice de ce pouvoir? Sommes-nous indispensables à la qualité démocratique d'une société? Qu'adviendrait-il dans un pays qui supprimerait les cours constitutionnels? Vous voyez, droits fondamentaux, séparation des pouvoirs, équilibre des pouvoirs, ce sont ces questions que l'on va débattre pendant ces 2 jours. Il y aura quelques instants de plaisir, de repos, de visite, mais ce sont ces 2 journées que nous allons mener ensemble pour réfléchir à quoi? Réfléchir finalement, si on élève un peu le débat sur le plan philosophique, réfléchir à ce qu'est une constitution. Une constitution, on peut définir une constitution comme étant un régulateur des passions. Les passions des peuples et les passions des gouvernants. La Constitution vient comme empêcher les passions des peuples, le populisme, empêcher les passions des gouvernants qui pourraient être tentés d'abuser de leur pouvoir. Et si la Constitution, c'est ça, un régulateur des passions, pour arriver à la modération, à la mesure, eh bien, les juridictions constitutionnelles sont peut-être l'instrument de cette régulation des passions. Je vous remercie. Moltes gràcies, senyor Rousseau. Magnífica intervenció i presentació del marc general en què ens mourem en aquest col·loqui d'avui i demà. Moltes gràcies. Suspenem la sessió i penso que hi ha prevista una qüestió de fotografia. Voilà. On va faire une pause on va profiter du soleil. Par rapport à hier soir, on va profiter du soleil pour faire une photo générale de notre colloque. Merci. Moltes gràcies. Fins després.